future. Okay. Hi, Mona. So to start off, please could you just introduce yourself for everyone? Hello, everybody. I'm a French translator working from English into French, and I'm a literary translator. That's the only, I just translate books, printed books. And did I say my name? Not your whole name. Oh, Mona de Pracontala is my name. Thanks, Mona. So just to kick things off, can you tell us how you became a literary translator? Yes, my very first translation was, I was 21, and of all things, it was a Bible for children, which I think was a pretty good omen. And we were two translators, and they gave me the Old Testament part. So I reread my Bible because I didn't know how to go about it. So I just did my fact checking in the Bible. And that was my first translation. Now, I've always been interested in languages. And I loved English. I studied English. When I was a student, you just could not study literary translation. It was no option. So I studied English, and then I went to New York and I did filmmaking there, which is quite different. And then I would do the art translation at college to make some for my department. And then when I got back home in Paris, I just had an opportunity. I was told that Gallimard, that was, I'm talking mid-1980s, Gallimard was developing its young adult literature line, and they were looking for translators. So I applied, they gave me a sample to do, and it was, I don't know if you remember Dungeons and Dragons, Le livre dont vous êtes le héros. So anyway, that's how I started, and I did maybe 20 of these, and then I went on from this to real novels for kids, and then from real novel for kids to crime novels, which are very well considered in France, and then on to so-called general literature. And every time, I mean, it was also, I think, a different time than now, because basically I got in touch with publishing companies, and I asked to do a sample, and that's how I managed to get publishers I worked for gradually. And just a quick follow-on question from that: how did you come to translate some African fiction? Well, there's a trick in that question, because as a rule, I never translate from a place I don't know. Like once I was offered an Ian Rankin's novel, and it was lovely, but all that slang from Glasgow, and I've never set foot there, and I felt I needed to hear it and possibly even to say it a few times. So I did not translate that book. But then I was offered, I don't know which one was the first one. Maybe it was Chimamanda Ngozi Adichie's first novel, Purple Hibiscus. And first I felt like, my God, I've never been to Nigeria, so I shouldn't do that. But the story seemed straightforward enough. And so I translated it, and I managed to meet Nigerian people in Paris, in France, who told me how you eat that food, what does it taste, how you say that, how you do that. So basically, the answer to your question is I was offered a book, and I read it, and I decided to do it. Fascinating. Yeah. And then people seem to think that, oh, I've done one, so I know Western Africa, which is a bit too, but anyway. And the other thing that was funny about that book is then I tried to approach French speakers from West African country, neighboring country, wanted to ask them, how do you say that in French in your country? And everybody kept saying, we speak French exactly the same way you do. Till I finally found
Actually, the French translator of Kensaro Viva, Samuel Milogo, who told me, no, we don't speak French the way you do. And we work together a bit for dialogues. That's really interesting. Thank you, Mona. A further question, a kind of concrete, practical question, which is, do you earn your living solely through literary translation? You're going to be disappointed, Ruth. Yes, I do. Now, I don't make loads of money, but two things. I live in France where translators, our status is we are considered as authors and we're paid royalties. What we paid is in advance on our royalties, which in the event of a bestseller makes a major difference. The other thing is when you work in France from English into French, there's a lot of work out there because one, we translate a lot. There's a good, maybe, I don't want to say figures because I might be wrong, but there's a great percentage of printed literature in France that is translation. And the bigger part there is English language books. And some books are really demanding, really beautiful books. And then you get all those other books. So like children's series, fantasy, and some are lovely. Generally, they are easier to do. So basically, I've always been lucky enough to be able to balance one, because some books, sometimes a book that's 120 pages takes me as much time and work as a big 600-page one. Mm. So because there's so much being published from English, and because I come from children's literature, I've always been able to balance different kind of books. And I don't mean just children literature versus general literature, because some novels for children are really difficult to translate and have But so that's one thing. And then I've always had a rent control department. Aha. Or log that helped. No, but I mean, seriously. And then I've translated some books that got me extra royalty monies, like Donald Westlake or Rick Riordan, all the Percy Jackson, because of the status we have. But even before that, for years, I was able to make a living just because I would combine easy books and not so easy books. Mm-hmm. You might say, why not do only easy books? Because that's not what we like, right? Yeah, but you've been able to balance the kind of bestsellers and so on, and kind of passion projects as well. Yes, I mean, I don't mean just bestsellers, because you don't decide you get a bestseller, and you can. I mean, I've worked for 30 years before getting a bestseller, but just books that are pretty straightforward and easy to translate. I see. Okay, thank you. And so what advice would you give to anyone who's out there wishing to become a literary translator, listening to you talk about your career? I'm not sure I'm the best person, because I started a good 35 years ago. Translation was not considered as a real job. You could actually, if you were smart enough to find who is the editor in charge of that book, get in touch with him. But nowadays, I mean, you didn't have all those BAs, MAs in literary translation. You didn't have even a single credit in. I mean, I remember studying English. You just didn't study it. Whereas now, and I think it's not just France. It seems like all of Europe. You have all those BA and Master Professionnel, and translators nowadays are expected to be qualified to have a degree in translation.
and they're expected to do a lot of things. On one, I think my generation, we had less recognition, maybe we had more freedom, but so I think it has changed. I don't think if I were starting my career today, I could do it the way I did it. From like what I can give in terms of advice is secondhand advice. You know, I see how my friends who are in their early 30s, I see how they go about it. More and more, what they do is they become agent or book scouts. They approach publishers with books, which I find is, you know, is different. So yeah. So are they having to translate samples and take those to publishers? Yes, I mean, it's always been you work on the basis of a sample, but now they're expected to bring a book, you know, not just to say, I'd like to do a sample for you, and if you like my work, maybe you have a book for me, which is how I did it. I mean, I haven't brought books until very recently. So when you say bring a book, what does that process involve? That involves finding a novel that nobody has bought before and that might be interesting to the publisher you're getting in touch with. And of course, having the contact. I would rather say having the author's contact than the agent. Yes, you know, if you go to the trouble of finding a book, also it's easier for English is not the easiest language to do that because of this culture in English-speaking countries that the minute somebody writes something, they have an agent. So, but, you know, if you read a book and with the internet, you find a way of getting in touch with the author and ask him whether the translation rights are available or not. But then if you want to do that, you have to know who you're going to present the book to. And you don't, you know, you have to get in touch with one person. And it has to be a bit, it has to make sense. You know, the one thing that is tough on publishers or editors is to receive manuscripts that have nothing to do with their different lines. Yeah, so there needs to be a certain amount of research of the market and of the publishers' lists and so on. Yes, so I don't know. You know, I think for advice they should, I'm not the best person because I don't think it's very fair that people should go through all that work, which is basically a publisher's work, you know, if you think of it, just to get a chance to be paid. I mean, you know, when you do that work, you don't get finder's fee. That's just the very words are never uttered. So, but then yes, okay, I don't know. And also, you might want to do a special, either a BA or go to a translation school because that is a way to have contacts. Yeah. Okay, that. I think that is really helpful, Mona. I have just a final question for you now, which is, which book do you dream of translating one day? That's a tough question. I mean, like, maybe some Henry James. Yes. Henry James. Why not? Yes. Okay, great. All right. Thank you very much, Mona. Thank you for taking the time to speak with me. You're welcome. You're welcome, and good luck with everything. Donc, bonjour Mona, bonjour tout le monde. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour tout le monde. Je m'appelle Mona de Pracontal. Je suis traductrice littéraire. Je vis en France et je traduis de l'anglais vers le français. Merci. Donc, pour commencer, comment est-ce que vous êtes devenue traductrice littéraire?
En fait, un peu par hasard. Bon, c'est vrai que j'ai toujours aimé les langues depuis enfant, les langues ou plutôt le langage. Enfin, ça m'a toujours intéressée. J'ai toujours été curieuse de ça. Et puis, à 20 ans, 21 ans, on m'a proposé de traduire une Bible pour enfants. Et j'étais déjà étudiante. J'ai fait des études d'anglais et là, je devais être en année, en licence ou en maîtrise, je ne sais plus. Donc, on m'a confié l'Ancien Testament. Et comme je n'avais pas vraiment de méthode, je ne savais pas comment on traduit, ben, j'ai relu les épisodes concernés pour m'assurer que je ne me trompais pas dans l'histoire et vérifier les noms des personnages, etc. Enfin bon. Et puis voilà, et puis j'ai eu une bourse pour aller étudier à Columbia, New York, où j'ai fait des études de cinéma. Mais pendant ce temps-là, j'ai eu l'occasion, je faisais des traductions pour différents départements de mon université, soit vers l'anglais, mais là c'était juste vers l'anglais, c'était pas publié, c'était juste pour les enseignants qui avaient besoin de lire des textes, soit vers le français. Bon. Et en fait, quand je suis rentrée en France, j'ai entendu dire que Gallimard, qui était en train de développer ce qui est devenu maintenant Gallimard Jeunesse, qui est vraiment un département très grand. À l'époque, c'était 3-4 personnes, ils démarraient et ils cherchaient des traducteurs pour traduire les livres dont vous êtes le héros. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et donc, j'ai contacté la personne qui dirigeait ça et qui m'a donné comment ça s'appelle, un test, pardon. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai fait mon premier, le livre dont vous êtes le héros. Et en fait, pendant une dizaine d'années, moi j'avais fait des études de cinéma, je voulais travailler dans le cinéma, mais je traduisais des livres dont vous êtes le héros. Puis de temps en temps, j'avais l'occasion d'être sur un tournage, et puis je faisais un peu le va-et-vient. Puis au bout d'une dizaine ou d'une quinzaine de livres dont vous êtes le héros, ils m'ont proposé Le Magicien d'Oz, ce qui était vraiment un grand bonheur de traduire Le Magicien d'Oz. Et puis enfin des vrais romans vrais entre guillemets, enfin des romans pour enfants. Et pendant un certain temps, en fait, je faisais comme ça ces deux activités. Et puis je suis passée complètement traductrice. Et là, j'ai commencé à démarcher différents éditeurs et puis aussi, comme j'ai essayé de passer, j'adore la littérature de jeunesse, mais j'ai voulu faire un peu autre chose, donc j'ai contacté la Série Noire avec toujours la même démarche. Je proposais de faire un test et puis ça marchait ou ça marchait pas. Et comme ça, petit à petit, j'ai étendu mon secteur, mon rayon d'activité et voilà, en fait. Donc j'ai fait beaucoup de candidatures spontanées. Et donc, comment vous êtes arrivé à traduire la littérature africaine? En fait, je ne sais pas si je traduis de la littérature africaine. J'ai traduit des romans africains, mais je dis ça parce que j'ai souvent été, pas souvent, mais quelquefois j'ai été contactée par des professeurs ou des lecteurs de différents pays d'Afrique de l'Ouest qui me disant comment vous traduisez ce roman nigérian. Et je ne traduis pas différemment la littérature d'un pays ou de l'autre. On est traducteur littéraire, on traduit un roman. Cela dit, en règle générale, je m'interdis de traduire des romans des livres de pays que je ne connais pas. Parce que j'ai l'impression qu'il faut avoir entendu, les dictionnaires, c'est très bien, mais il faut avoir entendu les choses, avoir goûté les plats, être marché dans les rues, avoir marché, pardon. En gros. Et puis, en fait, le premier roman nigérian que j'ai traduit, c'était le premier roman de Chimamanda Ngozi Adichie, Purple Hibiscus, qui m'a été proposé par Stéphane Carrière, des éditions Anne Carrière. Et j'ai hésité parce que je me suis dit, je ne connais pas le Nigeria. Et puis malheureusement, j'ai cherché des résidences pour traducteurs au Nigeria ou en Afrique de l'Ouest. J'en ai pas trouvé. J'en avais pas trouvé à l'époque et j'en ai toujours pas trouvé aujourd'hui. Alors j'ai hésité et puis le roman était assez simple dans son histoire et j'ai eu l'impression que je pourrais le faire.
bon, avec le... Et ce que j'ai fait pour pallier mon absence de connaissance du Nigeria, parce que tout de même, oui, je n'avais pas la possibilité d'aller m'installer à Lagos pour 2 mois. Je veux dire, on n'a quand même pas ce genre de budget quand on est traducteur. Donc, j'ai cherché à rencontrer des Nigérians en France pour qu'ils me parlent concrètement des choses. Donc, vous voyez, le pépé soupe, je sais que c'est le pépé soupe, mais qu'ils me disent à quoi ça ressemble, quel goût ça a, etc. Et puis, j'ai cherché des Africains francophones des pays vraiment proches du Nigeria. Je pense que, parce que, en fait, ce roman, la narration, c'est de l'anglais nigérian classique. Enfin, je ne sais pas, vous connaissez peut-être la langue de Chimamanda Ngozi Adichie, elle a un anglais assez soigné, en revanche, et assez classique. En revanche, dans ces dialogues, souvent, elle joue avec les traces d'Igbo dans l'anglais, ou alors avec, quelquefois elle emploie un peu de pidgin, quelquefois elle emploie ce qu'on pourrait appeler du broken English, quelquefois des tournures nigérianes. Donc, pour traduire tout ça, j'ai travaillé à la fois avec des Nigérians quand je me posais la question de quelle était la tonalité, et puis avec des francophones du Burkina Faso ou même de Côte d'Ivoire. J'ai travaillé notamment avec Samuel Milogo, qui est ivoirien et qui a traduit Sosa Boy. Je ne sais plus lequel est le titre français et lequel est le titre anglais, enfin le roman de Kensaro Viva. Et donc voilà, on a travaillé sur les dialogues un peu ensemble. Alors c'est vrai que si tout le texte avait été comme ça aurait été problématique. Et après, quand j'ai traduit Half of a Yellow Sun, on a développé aussi ce genre qui a vraiment plusieurs couches d'anglais. Il y a vraiment différents anglais dans Half of a Yellow Sun. Donc voilà comment je l'ai fait. Et puis après, ça a été le premier roman d'Afrique de l'Ouest que j'ai traduit. Après, Lafon m'a contacté. Ils m'ont contacté pour traduire un roman de Diana Evans, qui est britannique, d'origine nigériane, qui en fait c'est un roman qui se passe sur toile. Enfin, non, c'est un très joli roman. Il y a une partie qui se passe là-bas. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc un peu par hasard et en enfreignant un de mes grands principes. Mais merci, c'est fascinant. Hein. J'ai aussi une question d'ordre plus pratique qui est est-ce que vous gagnez votre vie en faisant de la traduction littéraire? Oui, en fait, j'ai toujours gagné ma vie en étant traductrice littéraire, et ça presque, bon, je fais ça donc depuis longtemps. Hein. Je pense depuis que, oui, peut-être depuis mes 25 ans, je fais ça à plein temps. Alors, il y a eu des périodes où c'est vrai, où j'ai fait un peu d'autres activités, mais j'ai été très souvent principalement traductrice littéraire. Et la façon dont j'ai pu gagner ma vie, même si, bon, oui, si ma priorité, ça avait été de gagner richement ma vie, on le sait que c'est pas dans la littérature, sauf à traduire ou écrire des best-sellers, mais ça, on ne le décide pas à l'avance. Mais j'ai toujours, oui, gagné correctement ma vie pour 2 raisons. Une, c'est que j'ai toujours eu du boulot, vraiment toujours. D'abord parce que j'ai peut-être commencé à une période où il y avait moins de gens qui voulaient être traducteurs. Et puis parce que en France, on traduit beaucoup. Non seulement on traduit beaucoup, mais une grande partie des traductions, c'est traduit de l'anglais. Vous voyez, si on traduit du serbo-croate, on va traduire des beaux livres, souvent, des beaux romans. Par contre, ce seront des romans peut-être qui prendront du temps parce qu'ils sont un peu difficiles. Et on n'en aura pas forcément sans arrêt. Quand on traduit de l'anglais, y a tout. En France, on ne publie pas que les grands écrivains anglophones, on traduit des petits romans sympas, des séries de jeunesse. Et en fait, j'ai
j'ai toujours pu équilibrer les livres vraiment très exigeants. Enfin, il y a un auteur gallois que j'aime beaucoup. Je passe autant de temps à traduire un de ces petits bouquins qui fait 110 pages que certains gros pavés de fantasy qui en font 400. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir toujours à peu près équilibrer les, les différents livres pour ne pas faire que des livres qui prennent beaucoup, beaucoup de temps, quoi. Voilà. Et puis, ce que j'aime bien avec ce genre de livre de série, c'est que ce sont des livres sans prétention. C'est pas, ils sont. Voilà, donc. Ils sont sympathiques à traduire aussi. Mais... Et puis, l'autre facteur, c'est qu'en France, le statut des traducteurs est un des meilleurs statuts en Europe. On a un statut d'auteur et l'avance qu'on nous paye à chaque feuillet est justement une avance sur les droits d'auteur. Alors, on peut faire toute une carrière sans toucher plus, mais si par hasard si par chance un livre dépasse, je dirais à peu près, en France, ce serait 50 ou 60 000 exemplaires, là, on finit par dépasser l'avance et on touche des droits d'auteur en plus. Ça m'est arrivé une première fois avec, je pense, avec Le Magicien d'Oz, et puis avec certains polars. Et voilà, puis il y a tout un tas, il y a un droit de prêt. En France, on touche aussi un petit pourcentage sur le droit de prêt en bibliothèque, sur des choses comme ça. Et bref, je me suis toujours à peu près débrouillée. Oui, je vois. Merci. Et j'ai une dernière question qui concerne vos conseils. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui souhaitent devenir traducteurs ou traductrices littéraires? Alors, j'ai l'impression que ça a beaucoup changé entre la période où moi j'ai contacté des gens en disant j'aimerais faire un essai. Un essai, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure pour la thèse. Ce que je vois aujourd'hui en France, c'est qu'il y a des diplômes en traduction littéraire. Ça n'existait pas quand j'ai commencé. Là, il y a des diplômes, il y en a plusieurs, des masters, oui, surtout des masters professionnels. Il y a une école de traduction qui dépend du Centre national du livre. Enfin, il y a tout un tas de formations. Et du coup, les gens veulent être traducteurs maintenant. Les jeunes, les étudiants veulent être traducteurs. Tandis que ma génération, on aimait les langues et puis on se retrouvait traducteur voilà, parce que ça se présentait puis qu'on y prenait goût. Donc, j'ai l'impression que maintenant, on est un peu obligé de passer par une école. On apprend plein de choses et je sais pas si on apprend à traduire, mais on améliore sa façon de traduire et surtout on apprend à répondre aux besoins des éditeurs. Donc là aussi, la démarche a un petit peu changé. Donc je pense qu'en gros, aujourd'hui, il faut soit passer par une école, soit par une formation, soit, et on peut cumuler les deux, avoir un projet qu'on veut présenter à un éditeur. Alors si on présente un projet, il faut s'assurer que les droits sont disponibles. Il vaut mieux avoir le contact avec l'auteur qu'avec l'agent, parce que c'est assez simple à comprendre pourquoi, quoi, pour garder la main en gros. Il faut choisir la personne à qui on le propose et puis en gros avoir une petite fiche de lecture et avoir traduit peut-être un chapitre, pas plus. D'abord, c'est beaucoup de boulot, puis ensuite, les éditeurs n'aiment pas forcément être mis devant le fait accompli. Donc voilà, et avec ça, on peut démarcher. Et je pense, alors beaucoup de traducteurs qui sortent des écoles font cette démarche de présenter des livres. Je ne sais pas si elle est indispensable, mais en tout cas, si on n'a pas de diplôme aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse faire comme j'ai fait. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je contactais les gens et je disais, je suis bonne en anglais, j'aimerais traduire, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, ça c'est plus. Et donnez-moi un essai. Je pense qu'aujourd'hui, ça c'est difficile. Il faut avoir soit un contact, mais et il ne faut pas s'adresser
à la maison d'édition, il faut s'adresser à tel ou tel directeur de collection. Ou alors, enfin aujourd'hui, il y a beaucoup de petites maisons d'édition où la maison d'édition, c'est la personne responsable. Mais disons, il ne faut pas envoyer son CV à Flammarion ou à Gallimard comme ça. Il vaut mieux l'adresser à un tel ou un tel qui fait telle ou telle collection. Oui, je vois. Ok, c'est très très intéressant de vous écouter. Merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous et je vous remercie, Mona. Mais de rien, c'est avec plaisir et en tout cas bon, c'est un métier qui a beaucoup de charme. Merci beaucoup.